Dear followers, good afternoon. Chers followers, bon après-midi. Président Christian Pendaikoka, bon après-midi. Thank you. Ben, nous sommes rendus à notre 12e escale de notre talk. Nous avons fait une petite entorse samedi dernier pour des besoins de bilan d'étape de l'initiative Survie. Nous avons reçu plein de questions par rapport à cette initiative. Bon, nous avons choisi délibérément de ne pas les remettre au bout du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des questions d'actualité parce que nous avons reçu beaucoup de questions et nous avons pensé opportun qu'il fallait que vous apportiez un certain éclairage sur ces questions d'actualité. La première actualité, en fait, qui nous intéresse aujourd'hui, Président, c'est l'adresse de Maurice Kamto à la presse et à la communauté internationale. Le 24 août dernier, Maurice Kamto, dans son adresse à la nation, à la communauté internationale, via la presse, a lancé comme un ultimatum, tout au moins une mise en garde musclée sur l'organisation éventuelle d'élections régionales au Cameroun. À la suite de l'adresse de Maurice Kamto, il y a deux membres du gouvernement, en l'occurrence messieurs Grégoire Owona et Jacques Famdoro, qui ont commis des posts sur des réseaux sociaux pour condamner et railler le propos de Maurice Kamto. Vous avez, Président, il y a quelques heures, fait un tweet. Pouvons-nous en avoir la teneur? Merci beaucoup Serge, merci tout le monde, tous les acteurs qui sont là, c'est-à-dire Yannick Zouanke, vous-même Serge, Raymond, Hippolyte, Emmanuel, Boumako, Longwe et Annick. Voilà. Et vous savez, vous abordez là une question un peu extrêmement grave. Parce que la question qui... Pourquoi je dis que cette question est grave? Parce que mon étonnement est que un citoyen ordinaire ou un leader politique avisé qui soulève les problèmes existentiels des populations auxquels ce régime ne peut pas apporter des réponses concrètes, des leaders politiques, je dirais des hiérarques politiques du RDPC, se sentent immédiatement le devoir, n'est-ce pas, de tirer sur lui, de crier haro sur le baudet, comme si d'abord c'était des hors-la-loi, c'est-à-dire des citoyens, je dis bien des citoyens ordinaires, ou alors des leaders politiques avisés qui posent des problèmes existentiels de leur société. Aux yeux de ces messieurs, que ce soit Famé Ndongo, Grégoire Owona, ces gens qui posent ainsi leurs problèmes apparaissent comme des hors-la-loi. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que quand ils font leurs sorties, mais c'est des sorties totalement aériennes, hors de propos, au point que je me demande ce que veut dire la fonction politique pour ces hiérarques du RDPC. Si ce n'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes des populations. Que voudrait dire autrement la fonction politique? Si ce n'est d'apporter des réponses concrètes aux problèmes de la société. Des réponses concrètes qui s'inscrivent dans un projet de société qui donnerait un sens, n'est-ce pas, à notre société. C'est ça le sens de la politique. Pour eux, que serait la politique? Kamto est dans le sujet et dans la réalité de la question politique. Moi qui interviens tout le temps pour les affaires de la cité, je suis en plein dans le sujet.
tous les citoyens, qu'ils soient du RDPC, du SDF ou d'autres partis ou d'autres affiliations religieuses qui interviennent sur les questions de la gestion de la cité, sont en plein dans leur devoir et dans le sujet. Je note d'ailleurs avec intérêt que le secrétaire général du RDPC, comprenant bien la gravité de la situation, a l'intelligence de se taire. Il a l'intelligence de se taire. Parce que ce dont nous parlons, quand nous dénonçons ou quand nous constatons l'échec total, la faillite totale de ce régime sur tous les plans, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est un constat qui est documenté par les faits et les chiffres. Le Cameroun peine à atteindre 4% de taux de croissance en moyenne sur une période d'une douzaine d'années, n'est-ce pas? Alors que le propre document de stratégie du gouvernement pour la croissance et l'emploi prévoyait 6% dans un scénario bas et 8% au moins dans le scénario ambitieux pour que notre pays, d'après leur propre stratégie gouvernementale, puisse atteindre le seuil de l'émergence. Nous en sommes très loin. On constate une aggravation de la pauvreté par le PIB par habitant. J'ai déjà eu à dire ici que, en valeur constante de 2010, statistique de la Banque mondiale, le PIB par habitant du Cameroun était de 1800 $ en 1985. Il est tombé en 2018 à 1400 $. C'est-à-dire, c'est un phénomène d'appauvrissement. On constate d'ailleurs que le taux de pauvreté, qui était de 40% dans les années 96, est aujourd'hui de 38%. Donc, il baisse à peine, il stagne. Mais avec la population qui croît, le nombre de pauvres, lui, ne fait qu'augmenter. On constate également un creusement des inégalités, des injustices, et donc nécessairement un élargissement de la fracture sociale. Les inégalités sont attestées par le coefficient de Gini, c'est un coefficient statistique, tous les statisticiens le connaissent, ce n'est pas nous qui l'inventons, qui montre au Cameroun que les inégalités s'aggravent. Et cela résulte naturellement au niveau de la jeunesse par une sorte de désespoir et de désarroi pour une jeunesse qui représente la composante majoritaire de la population et qui ne peut pas trouver d'emploi. Et c'est cela qui les amène souvent à prendre des risques indus à travers déserts, mers et océans à la recherche d'une vie ou d'un avenir meilleur sous d'autres cieux. Ces hiérarques du RDPC trouvent-ils cela normal? Trouvent-ils malvenu que des leaders politiques, voire des citoyens ordinaires, mais avisés, soient en train de s'occuper de ce problème? Mais qu'est-ce qui les a amenés à faire la politique? Pourquoi sont-ils dans la politique au fond? Ils sont dans la politique naturellement, comme ils travaillent dans le cadre d'institutions politiques extractives, c'est-à-dire de rente et de consommateurs et de consommation, ils sont là pour leur propre intérêt égoïste. C'est pour ça qu'ils ont tellement peu d'empathie pour la souffrance des populations. Sinon, le seul sujet dont un parti politique devrait parler, c'est ce dont je viens de vous parler. Ce sont les questions de développement. Mais, outre cela, Serge, je voudrais dire ceci. Au-delà de nos affiliations partisanes, c'est-à-dire au-delà de nos clivages claniques,
appartenance à telle tribu, appartenance à telle religion, appartenance à tel courant idéologique ou courant philosophique. Je pense que tout observateur avisé ferait le constat que la principale conséquence, n'est-ce pas, de ce que je viens de faire au niveau de la société, au niveau de la société, de la description que je viens de vous faire, parce que ce sont des faits et ce sont des chiffres. Mais cet observateur avisé, indépendamment de nos clivages, de nos affiliations partisanes, verrait également que la cause principale de ces évolutions est le leadership et la gouvernance notoirement incompétents qui assurent la gestion de ce pays depuis une quarantaine d'années. C'est clair. Ce leadership et cette gouvernance sont également caractérisés par les choses que vous connaissez. On n'invente rien. Une corruption et une impunité endémique. Des infrastructures lacunaires sur tous les plans. Aujourd'hui, dans la ville de Yaoundé, il est courant, en pleine capitale, qu'on reste un mois sans eau potable. Que dire des alentours de Yaoundé? Et que dire de l'arrière-pays? Que 60 ans après, n'est-ce pas, 30% des maladies soient encore d'origine hydrique. Et que les populations aient à parcourir à moyenne 10 km à la recherche d'eau potable. Que le taux d'accès à l'électricité soit d'environ 50 à 60%. Donc, qu'il y ait 40% de la population qui ne puisse pas accéder à l'électricité. Que les gens ne puissent pas accéder aux soins de santé, alors qu'on vous annonçait dans des discours santé pour tous en l'an 2000. Dans les années 90, on vous disait santé pour tous en l'an 2000. Naturellement, comme le temps est élastique pour eux, quand ils l'annonçaient en 90, ils croyaient que l'an 2000 était très loin. Mais là, nous sommes en 2020. 90 à 2020, ça fait 30 ans. Vous voyez, 30 ans. Quand vous allez regarder ce dossier que je vois, certains d'entre vous ont pu l'avoir, de Jeune Afrique Économie, qui date de 88, et où je suis en train de parler du Cameroun, toujours dans les mêmes termes. Je n'ai pas changé. En disant qu'il fallait aller vers un système institutionnel qui favorise l'innovation, qui favorise la créativité, qui favorise l'entrepreneurship, parce que ce sont là des facteurs de création de richesse. Malheureusement, le leadership et la gouvernance dont je vous parle n'a pas suivi cela. Elle a persisté dans le modèle qui nous avait conduit à la crise du milieu des années 80, n'est-ce pas? En célébrant la rente, en célébrant la consommation en bout de chaîne, n'est-ce pas? En célébrant la consommation en bout de chaîne, c'est-à-dire nous ne pouvions être que des consommateurs, mais pas des producteurs. Et nous voilà aujourd'hui, alors qu'au milieu de la décennie 80, on n'importait pas de poisson. La pêche industrielle était à même de produire du poisson en quantité suffisante pour les besoins de la population. Aujourd'hui, nous importons plus de 210 000 tonnes de poissons. C'est des faits. C'est des faits. Je ne sais pas ce que M. Famendongo et M. Ouna sont venus faire en politique. Je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire en politique. Parce que la fonction politique consiste essentiellement à apporter des réponses, n'est-ce pas, aux problématiques des populations. Ce régime, depuis 40 ans, ne parvient à relever, à résoudre aucune crise. Nous sommes là confrontés à des crises multiformes, crise économique, crise sociale, je viens de vous dire, mais le summum, c'est que depuis 4 ans, nous sommes embourbés dans une crise politique, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je me souviens, certains d'entre eux, il y a 4 ans, c'est-à-dire fin 2016, ont d'abord fait le déni de ce problème. Ils ont dit que non, il n'y avait pas de problème dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il va de soi que si vous faites le déni d'un problème, c'est-à-dire vous refusez de le voir, vous faites la politique de l'autruche,
en plantant votre tête dans le sable, vous le voyez que le problème, donc le problème n'existe pas. Et vous n'entreprendrez rien pour le résoudre. Nous voilà une simple crise qui commençait comme des revendications catégorielles de professeurs et d'avocats. À cause de l'incurie, de la négligence de ce leadership, s'est escaladé pour devenir un conflit armé ayant tué plus de 3000 Camerounais, ayant entraîné des déplacements internes et hors du pays de plus d'1 million de personnes, ayant conduit à l'incendie de plus de 300 villages. A small, just a small claim, some just little grievances of lawyers and teachers. Just because of the carelessness of this regime have escalated over 4 years to become an armed conflict, claiming more than 3,000 lives, causing the displacement of more than 1 million people internally and abroad, burning down more than 300 villages. And you still see those people or some leaders of CPDM just mocking what Kamto is asking for. Why should we go for this regional election where you still have this kind of crisis going on? Why should you go for the election, for an election? Why should our arguments for not going to the previous election change now? Because what have changed in the course of time? What have changed? Nothing. We still have the same problem, if not worse. What we were saying before February, before the legislative and municipal election of February, that we cannot go to the election where we still have some burning issues, going on. And among those burning issues, the first one was to resolve the crisis in the northwest and the southwest regions. To go through a ceasefire for peace and reconciliation among Cameroonians. And then to see the way to rebuild the countries, to rebuild the regions. Have you solved this issue to come and really go for the regional elections? No. Et nous allons donc aller aux élections régionales. Pourquoi? Quels sont les nouveaux arguments que nous allons avoir pour y aller? Après avoir dit pour les élections de février 2020, après avoir dit qu'on ne pouvait pas y aller. Simplement parce qu'on ne peut pas y aller si le problème pressant du Nozo n'est pas résolu. Première chose. Deuxième chose, Mr. Biya and his people have been deaf to the call of the international community to resolve some pressing structural institutional issues, such as reforming the electoral process, to make it much more credible, or simply to make it credible and reliable, so that for the first time, Cameroonians will be able to freely choose their leaders and make them accountable before them periodically. Rien n'a changé par rapport à ça. Le deuxième point, pour ne pas y aller, c'était que mais la communauté, le régime Biya est resté sourd aux appels de la communauté internationale et quelques hommes de bonne volonté pour, n'est-ce pas, apporter des solutions structurelles aux institutions du Cameroun, parmi lesquelles la réforme du système électoral peu crédible, de manière à permettre, à travers un système électoral transparent, crédible et fiable, que pour une fois, les Camerounais puissent élire librement leurs dirigeants, qui est à leur rendre compte
périodiquement par les élections. Donc, ensuite, vous entendez des gens dire que oui, l'appel de Kamto, c'est l'insurrection. C'est l'insurrection. Mais enfin, je ne comprends pas. Demander le changement d'un système insurrectionnel, en quoi? Mais ce que je ne comprends pas, quand nous disons de réformer les institutions, nous sommes bien en train de demander un changement, une révolution. Parce que si nous continuons à fonctionner sur le paradigme que je vous ai toujours décrit d'institutions politiques extractives, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on ne sera pas sorti du bois. Et le Cameroun va continuer de s'enfoncer. Déjà, l'État est effondré. L'administration est totalement inefficiente. Qu'est-ce que vous avez à travers ce leadership et cette gouvernance incompétente? Un endettement accéléré qui entraîne des charges financières exorbitantes, où on finance des dettes, où il y a des dettes improductives qui financent les éléphants blancs, tracteurs de Boloba, usines de manioc, de sans manioc, n'est-ce pas? Des infrastructures qui sont totalement non rentables, n'est-ce pas? Avec des charges, comme je vous dis, des charges financières au moins de l'ordre de 250 à 300 milliards de francs CFA, je parle d'intérêt, n'est-ce pas? Que vous avez constamment. Vous avez des situations où, pour, n'est-ce pas, faire une petite autoroute, ça vous prend des années. Mais regardez, un don, la promesse d'un don de logement qui a été faite au Lion Indomptable en 1990. 30 ans. Oui, mais c'est en 2020, ça veut dire 30 ans. Donc vous pouvez vous-même calculer le rythme d'exécution des projets. Calculez vous-même le rythme d'exécution des projets. S'il faut 30 ans pour réaliser une promesse, une toute petite promesse de donner des logements au Lion Indomptable. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà accédé au logement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas sûr qu'ils ont déjà accédé au logement. Parce que ça, c'est encore un autre papier qui a été signé disant que oui, maintenant on a signé le document et ainsi de suite. Mais vous voyez, 30 ans pour exécuter une toute petite promesse. Vous voyez le rythme d'exécution des projets. Vous avez là, en fait, une improvisation permanente dans le pilotage. Voilà ce que vous avez. Nous avons là des faits concrets, du point de vue du management. Une improvisation permanente dans le pilotage. L'absence de vision, l'absence d'objectifs, l'absence d'indicateurs de contrôle, n'est-ce pas, qu'on voit habituellement dans la gouvernance publique. Les réformes qui devaient permettre à ce que le Cameroun devienne un marché efficient, c'est-à-dire un marché efficient, ces réformes n'ont pas été faites. Au contraire, les causes qui ont entraîné la crise économique du milieu des années 80, c'est-à-dire l'omniprésence de l'État dans les entreprises, n'est-ce pas? Ça n'a pas changé. Au contraire, les choses se sont aggravées. On ne peut pas me dire qu'on vient, la crise du milieu des années 80, on voit comme dans le diagnostic identifié comme principale cause la surprésence de l'État, l'omniprésence de l'État dans le secteur productif. Et donc, il faut que l'État se retire du secteur productif. Aujourd'hui, dès qu'on a eu l'annulation de la dette, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu un retour massif de l'État dans les entreprises publiques. On vous parlait de concessions d'électricité, mais allez voir ce qui se passe. Caribbean Power Development Corporation, l'État est dedans. On crée la moindre unité de 80 MW, comme à Dibamba, on crée Dibamba Power Development Corporation, une société. L'État est dedans. Vous faites 10 MW d'hydroélectricité à Mekin, vous créez une société de développement électrique de Mekin. L'État est dedans. Vous faites une centrale hydroélectrique de 220 MW, comme là à Mbele, l'État est dedans. Mais c'est-à-dire, vous allez à rebrousse-poil des réformes de politique publique qu'il fallait faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une surprésence de l'État partout. Regardez Douala Stock Exchange. Douala Stock Exchange, c'est-à-dire que la conception d'une bourse de valeur, c'était pour permettre le financement non bancaire et amener les Camerounais, n'est-ce pas, à pouvoir prendre des parts dans les sociétés. Regardez, 15 ans après,
Rien du tout, rien n'est fait. C'est totalement atone. C'est un peu comme si rien ne marchait. Entreprise publique, et cette bourse continue à être subventionnée. C'est quand même extraordinaire. La SNI, on n'en entend même plus parler. La Banque camerounaise de financement des PME en faillite. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais maintenant, vous prenez naturellement la décision d'aller créer la Banque de financement des PME. Au moment où on l'a créée, je suis en train de me poser la question et je fais une note là-dessus à M. Biya en disant, mais que fait la SNI pendant ce temps? Puisque la SNI est là, elle a des actifs immobiliers et financiers qui sont là, il suffit de réorienter sa mission, qui était avant de créer des partenariats avec des investisseurs étrangers, qui ne viennent plus au Cameroun, mais réorienter la SNI pour qu'elle puisse soutenir, n'est-ce pas, les PME locales. Ce n'est pas difficile. Ça n'a pas été fait. Là, voilà, la SNI est là, comme, n'est-ce pas, vivant simplement des placements que nous avions fait dans le temps, comme, n'est-ce pas, une vieille dame qui se souvient de sa beauté d'antan. Voilà ce que vous avez. Voilà la réalité que vous avez. Vous avez, du point de vue du financement des entreprises de l'économie, rien du tout, un taux de bancarisation de 15%, c'est-à-dire moins de 15% de la population, n'est-ce pas, a accès aux services bancaires. Mais on fait la politique pourquoi? Et aucune politique publique, vous ne voyez aucune politique publique qui soit de nature, n'est-ce pas, à faire accéder les Camerounais au système de financement moderne. Dès qu'il y a une ouverture d'une position à la banque centrale, vous les voyez se précipiter pour nommer des copains. Pour nommer des copains. Gouverneur, vice-gouverneur, directeur au niveau de la banque centrale. Mais en fait, vous vous demandez si ces gens qui sont nommés savent à quoi sert une banque centrale. Et du coup, vous n'avez aucune connexion entre la banque centrale, n'est-ce pas, institut d'émission monétaire, de politique monétaire, d'impulsion de la politique monétaire et de la politique de crédit avec l'économie réelle. Si vous avez 15% de la population qui n'a pas accès aux services bancaires, ça veut dire que vous avez pratiquement 85% de la population qui est totalement déconnectée de votre financement bancaire, de votre système de financement bancaire et de votre politique de crédit. Et rien n'est fait. Ce ratio que je vous donne, quand vous le voyez dans d'autres pays, le financement, n'est-ce pas, du secteur privé par l'économie, le financement du secteur privé par les politiques de crédit, vous allez voir des ratios de 60%, 70%, 80%, n'est-ce pas? Au Cameroun, ce ratio tourne à peine de 17%. Donc, quand ces gens parlent, ces hiérarques du RDPC, quand ils parlent même de quoi? Mais vous améliorez la vie des gens sans chiffres? Ils parlent de quoi? On améliore la vie des gens par des indicateurs concrets, en apportant des réponses concrètes aux problèmes des gens. Des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, des problèmes d'accès à l'eau potable, des problèmes d'assainissement. Quand vous avez une ville comme Douala qui était inondée comme ce que vous avez vu la dernière fois, vous avez clairement un problème des infrastructures d'assainissement. C'est-à-dire que tout ce qui est drainage des eaux dans cette ville, sans parler d'assainissement de tout ce qui concerne les latrines et ainsi de suite. Quand ces problèmes ne sont pas résolus, c'est des problèmes concrets, des années durant. La ville, elle, ne fait qu'accueillir des populations. Sa population ne fait qu'augmenter. Mais pendant ce temps, vous avez des villes qui étaient des villes dynamiques qui deviennent des villes fantômes. Ghost Town. C'est le cas de la ville de Nkonsamba, qui est devenue carrément une ville fantôme. Nkonsamba qui était la 3e ville du Cameroun. Et pour cette raison, avait une agence de banque centrale. Il y avait un dynamisme économique par le cacao, le café, surtout le café, ainsi de suite, dans la ville de Nkonsamba. La ville est devenue une ville fantôme. Des villes comme Buea, Kumba sont devenues des villes fantômes. Bafoussam, c'est une ville. Un gros village. Yes, c'est un big village. Yeah. C'est un gros village, c'est ça le terme. Un gros village. Où les gens se lèvent à 4 h du matin, même chose que Bamenda. Où vous voyez les gens se lever à 4 h du matin, travailler dur, créer ce qu'ils peuvent créer. Et tout ça est consommé à Yaoundé, par les fonctionnaires et les bureaucrates. Consommé par... C'est pour ça que je vous parle d'institutions extractives, c'est-à-dire qui ne font que extraire la rente. C'est quand même extraordinaire. Et là, ils n'ont
aucune empathie, même pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que moi, je volerais l'argent, je volerais le travail des autres, que pour consommer, je vais me cacher. Et non, ils ne se cachent pas en volant le travail des Camerounais. Non seulement ils ne se cachent pas, ils veulent encore que ces Camerounais à qui ils volent leur travail viennent les célébrer. Et vous voulez donc que nous, on soit en train de célébrer ce système. Et ils viennent vous annoncer, quand nous parlons de changer le système, est-ce qu'on a demandé aux gens de faire, on a demandé aux gens de prendre les armes? Mais ceux qui vont rendre cette révolution violente, c'est la police et l'armée. Ce n'est pas les gens qui vont sortir pour dire simplement qu'on change le système. Est-ce que le jour où on a marché, le 29 janvier, le 26 janvier, je veux dire 2019, on n'avait pas d'armes. Ceux qui ont rendu cette affaire violente, c'est ceux qui ont tiré sur les gens. C'est en cela qu'on peut qualifier cette marche de marche violente. Pas les marcheurs, mais ceux qui ont tiré sur les marcheurs. C'est ça qui rendait ça violent. La révolution est un processus qui peut être pacifique. You can win a war without firing a bullet. You absolutely can win a war without firing a bullet. It's a mental process. It's a change of mindset. It's a change of institutions. It's the reforms of your public policies. Et là, je tiens à dire que ceux qui rendront ce genre de changement, ce n'est pas ceux qui marcheront ou qui sortiront les menus. C'est ceux qui tireront sur eux. J'espère simplement qu'ils auront suffisamment d'intelligence. Parce que ce n'est pas les généraux en haut. Ils tirent quand? Ils voient. Ils ont la force. Mais c'est les jeunes gens qui vont sortir pour aller tirer sur leurs frères, sur leurs soeurs et ainsi de suite. Mais s'ils comprennent de quoi il s'agit, que véritablement, ce qui est fait, c'est pour eux, c'est pour leur avenir, c'est pour l'avenir des générations présentes et futures, pour leur réserver un sort différent. Et je crois que pour les gens de ma génération, au-delà de nos affiliations partisanes, que ce soit des gens du RDPC, que ce soit des gens du SDF, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des non-chrétiens, je pense qu'en tant que Camerounais, nous devons tous arriver à cette convergence, que c'est le meilleur héritage que nous devons donner, léguer aux jeunes générations. Un changement d'institution, une modernisation des institutions et des politiques publiques. Pour moi, c'est le meilleur héritage. S'il faut quelque part qu'on se sacrifie pour cela, je crois que j'aurais donc fait un beau sacrifice. Mais je vais vous dire, la devise du samouraï, c'est quoi? La mort est plus légère que la feuille du rosier. C'est-à-dire, finalement, vous vivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis. Mieux vaut, n'est-ce pas, mourir, vous voyez, digne et libre que de vivre asservi. C'est en cela que la mort, le samouraï dit, la mort est plus légère que la feuille du rosier. C'est-à-dire que il ne veut pas avoir le poids d'une vie, vécue comme un esclave, qui devient donc plus lourd. Je ne sais pas si vous me comprenez, Serge. Il ne veut pas avoir le poids d'une vie qui devient plus lourd, n'est-ce pas, que la mort qui rendrait son geste léger. C'est pour ça, ce proverbe du samouraï, la mort est plus légère que la feuille du rosier. Voilà. Président, de toute évidence, par cette intention d'organiser un nouveau scrutin, on se rend bien compte que ce régime persiste à faire ce qu'il ne faut pas,
conduire le pays à l'embrasement total. De toutes les façons, le tweet que vous avez fait ce jour est assez révélateur et assez instructif, et j'invite tous nos followers à le lire. Et je voudrais revenir sur le proverbe du samouraï que vous venez de donner. La mort est plus légère que la feuille du rosier. Qui veut l'entendre, l'entend. Président, avec votre permission, nous allons passer à un autre sujet d'actualité, la crise anglophone, notamment la question de la reconstruction. Pour le régime de M. Biya, l'heure est à la reconstruction du Nosso. Que vous inspire cette nouvelle tournure qui veut faire prendre à la crise meurtrière un tour qui n'est pas bon? Comment peut-on parler de reconstruction au Nosso en ce moment? D'abord, c'est très difficile, j'ai déjà eu à le dire, il est difficile d'envisager la reconstruction alors que la guerre continue, le conflit continue. Ça, c'est la première chose. Mais du point de vue de la démarche, politique, mais voilà encore la même chose, un processus top-down. C'est-à-dire que de l'hypercentralisation, je décide à partir de Yaoundé de ce qu'il faut faire dans le nord-ouest et le sud-ouest, de ce qu'il faut construire, du choix de ce qu'il faut construire, des maisons qu'il faut faire, des routes qu'il faut faire, alors que moi j'y aurais vu, justement, dans ce que je parle, quand nous parlons de changement d'institutions, c'est-à-dire partir des institutions hyper centralisées, où le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul individu, sans système de contre-pouvoir, c'est-à-dire pratiquement sans discussion, et aller vers un pouvoir, n'est-ce pas, participatif, plus inclusif, au niveau des régions, au niveau des communautés, n'est-ce pas, au niveau des conseils municipaux. Je suppose que les gens qui sont concernés par cette constitution, ou cette reconstruction, ont probablement quelque chose à dire. Mais vous ne pouvez leur permettre de dire quoi que ce soit qu'en faisant d'abord un cessez-le-feu. Première chose. En libérant tous les prisonniers politiques. Pour créer des conditions de réconciliation et de pacification du pays. De manière que, une fois qu'on a retrouvé cette paix, n'est-ce pas, et cette réconciliation entre nous, créer ces conditions, on puisse aller dans la reconstruction. Elle se fera d'ailleurs beaucoup plus facilement de cette façon. Parce qu'elle se fera, tous les vents vous seront favorables. Parce qu'actuellement, tous les vents ne sont pas favorables. Puisque vous êtes là derrière un tracteur, vous doutez, vous regardez à gauche ou à droite, si quelqu'un n'est pas là, un Amazonien quoi, pour tirer sur vous et tout cela. Mais alors que lorsque nous ferons, n'est-ce pas, nous ferons ce fameux dialogue inclusif, de manière sincère et de bonne foi, mais on va s'embrasser, on va discuter, on va parler de la reconstruction et de ce que nous devons faire. Il n'y aura plus rien à craindre. Ça va aller beaucoup plus vite. Président, on se souvient de vos déclarations bien longtemps avant la lutte armée, au tout début de la crise, notamment dans une tribune que vous avez publiée dans un journal de la place. Vous disiez à l'époque que la crise anglophone pouvait être une opportunité historique pour le Cameroun. Est-ce que vous pouvez, pour nos followers, préciser un peu votre pensée? En fait, je considérais que, par exemple, ce qu'on a appelé le dialogue à Fumban, lors de l'éducation en 61, c'était une ruse. En fait, et je pense que nos frères anglophones, dans la mémoire collective de nos frères anglophones, et ça se transmet comme ça de génération en génération, ont gardé de cette affaire une affaire, un marché de dupes. Ce qu'ils ont gardé de cette affaire, c'est que c'était un marché de dupes. Un marché de dupes. Et donc, je militais en faveur déjà d'un dialogue franc, sincère. Vous savez, quand deux personnes se mettent à dialoguer, s'il n'y a pas la sincérité et la bonne foi de part et d'autre, c'est un dialogue qui est pipé. Et là, nous avons aujourd'hui l'impression que ce que le gouvernement fait, c'est de s'amuser, c'est de jouer, c'est de ruser. C'est-à-dire de faire un peu comme ce qui s'est passé avant. Voilà pourquoi on n'avance pas. Parce que si vous voulez vraiment résoudre ce problème par le dialogue, il y aurait sincérité de part et d'autre. Et aussi, on verrait que quand on dit inclusif, c'est que toutes les parties doivent participer au dialogue, y compris les séparatistes. On me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui va sortir de ce dialogue avec les séparatistes? Mais vous ne pouvez rien savoir de cela. C'est quand vous donnez la chance aux gens
de discuter entre eux, en frères, en sœurs, que vous allez voir que il y aura une lumière qui surgira de ce dialogue. Parce que les gens sont de bonne foi. Après tout, ces gens ne sont pas devenus séparatistes du jour au lendemain. C'est le mépris qu'on leur a opposé. Le mépris qu'on leur a opposé lorsqu'ils faisaient des revendications. Et ça, cette question de mépris, de ne pas respecter la dignité de l'autre, de ne pas être à l'écoute de l'autre, d'être un régime politique autiste. Autiste, ça dit qu'il n'écoute pas. Qui n'écoute pas l'autre, qui est enfermé dans sa bulle. C'est le drame du Cameroun. C'est le drame du Cameroun. C'est pour ça que nous avons ce que nous avons là. Et je suis presque sûr que c'est toujours cela quand les gens veulent trouver une solution. Il faut se donner la chance, et la chance à tout le monde, de se retrouver autour de la table du dialogue. Tous bords confondus, toutes catégories confondues, et de dialoguer de manière sincère. C'est la première chose que je disais dans cette affaire. La deuxième, ce que je disais, c'est que pendant 30 ans et plus de 38 ans, M. Biya a passé le temps à critiquer, à dire que oui, lui il critique son propre gouvernement. Mais il voit que rien n'avance. Et il ne se pose pas la question, mais je ne peux pas, moi, pendant 30 ans, être en train de critiquer mon propre gouvernement et les mêmes mots continuent, soit c'est eux qui sont les problèmes, soit c'est moi qui suis le problème. Soit c'est eux qui sont le problème, soit c'est moi qui suis le problème dans ma manière de gouverner. Et en réalité, le problème était lequel? C'est que c'est cette hyper-centralisation, n'est-ce pas, de toutes les institutions dans les bras d'une personne, dans les mains d'une personne, qui faisait en sorte que les gens en avaient fait un homme-dieu et qui ne l'était pas, et donc ne pouvaient plus discuter librement, ne pas être de propositions de ce qu'il pouvait aller changer. Et ensuite, ce système totalement hyper centralisé, vous savez, Serge, de ce que ça donne. Ça demande que vous soyez Dieu. Omniprésent. Absolument, parce que, en fait, le système vous prête les attributs de Dieu. Omniprésent, omniscient, n'est-ce pas, omnipotent. Or, il n'est pas. Il n'est pas Dieu. Et comme il n'est pas Dieu, et on crée un système où on fait de lui un Dieu, il ne peut qu'échouer. C'est ça qui explique l'échec. You're not God. Because God has to be omniscient, omnipotent, and then, the omnipresent. And he's not God. So it cannot be everywhere. You need to design a system which is going to enable you to set some objectives, to have a vision, set objectives, have a strategy, and then get the people and the monetary system to that. You're going to ensure that your project is just unfolding on a proper way. Et c'est ce que vous avez eu avec la CAN 2019. Vous voyez comment un ministre, dans une interview avec Africa 24, quand le journaliste lui demande simplement, mais monsieur le ministre, mais vous pensez qu'avec ce délai, vous seriez à jour? Le ministre est scandalisé. Il dit quoi? Chef de l'État. Et il plante son pied sur le plancher du studio, n'est-ce pas? Pour risquer de faire casser le truc. Et parce qu'il ne croit, il ne comprend pas. Il dit ceci, chef de l'État, c'est-à-dire comme si lorsque le chef de l'État a parlé, c'est un oracle de Yahweh le Tout-Puissant. Vous voyez, regardez jusqu'à quel point nous sommes. C'est-à-dire, le gars estime qu'eux, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Le journaliste est en train de lui poser une question vraiment de gouvernance, une question de bonne gouvernance. Est-ce que vous avez un chronogramme? Est-ce que vous avez les ressources? Vous avez mobilisé les ressources financières? Est-ce que vous avez... Lui, il est en train, il est dans l'incantation. Lui, il est dans l'incantation. Vous comprenez donc le système. Lui, il est dans l'incantation. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'échec que vous avez vu. Vous comprenez la nature de ce système. Ensuite, dans le même article, je terminais en disant que, en fait, le meilleur système qu'il fallait au Cameroun, c'est le fédéralisme. Et pour moi, ce n'était pas un problème de langue qu'un fédéralisme à deux, comme si c'est les langues qui faisaient le fédéralisme. Non, les langues ne font pas le fédéralisme. Le fédéralisme est un mode de gouvernement et je l'appelle souvent un accélérateur du développement. Le fédéralisme est un accélérateur du développement. Ce n'était donc pas pour moi un fédéralisme à deux États,
C'était simplement un fédéralisme à plusieurs États. Ça peut être 6 États, ça peut être 7 États. Le moment venu, on en décidera. Mais pour que le pouvoir soit mieux équilibré. Le pouvoir soit mieux équilibré, n'est-ce pas? Qu'il aille plus balancé vers les régions, vers les communautés. Et c'était ça l'essence de ce régime. Et j'estimais qu'il y a des moments comme ça où l'histoire donne rendez-vous à un peuple. C'est pour ça que je disais, the Anglophone crisis, an historic opportunity to build inclusive political and leadership institutions. Je croyais qu'il saisirait la balle au bon. Parce qu'un bon leader, c'est voir la marée. Un bon leader, c'est voir la marée. Il sait voir la marée qui va baisser et faire baisser les choses. Et il sait voir des rising tides, la marée montante, et dit que this is the time. And this is the time. And this is a defining moment. So I thought at that time that Anglophone crisis was a defining moment for our leaders to seize and try to reform and to build inclusive political and leadership institutions. But since this is a failed leadership, they missed that opportunity. That's it. So at the end of the day, we can conclude that the present regime is totally linked with failure. It's a total failure. It's not linked. It's a total failure. Thank you, Mr. President. Nous allons aborder une autre question d'actualité. Pour le gouvernement camerounais, l'heure serait à la mise en place d'une assurance santé universelle. C'est ce qui ressort en tout cas du propos de Malachi Manaouda, ministre de la Santé, lors de la présentation en présence du Premier ministre et chef du gouvernement d'un projet coréo-camerounais. Il s'agirait, d'aucuns parlent de 1300 milliards de francs par an confiés à une entreprise, New Tech Management Cameroun, qui selon certains dit n'existerait nulle part. Il n'y a pas de site internet, d'après les recherches que nous avons faites, il n'y a pas de page officielle sur les différents réseaux que nous avons consultés. Que vous inspire cette idée, cette actualité, cette idée nouvelle de ce gouvernement, cette nouvelle sortie? Écoutez Serge, je ne veux pas faire une fixation sur le montant, parce que je ne le connais pas. Je ne le connais pas, il me paraît exorbitant, il me paraît même irréel, voire irréaliste. Parce que si je valide ce montant, les gens vont s'accrocher à ce montant et ne pas parler du fond du problème. Le fond du problème pour moi, c'est que c'est insultant. Le Cameroun a formé beaucoup de spécialistes dans les systèmes d'information. Je ne parle pas simplement de l'informatique. Je dis dans les systèmes d'information, en tant que Management of Information System, en tant que Information Technology. Et je trouve cela insultant, car si vous connaissez l'histoire économique, en 1960, au moment de notre indépendance, le PIB par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée. Et vous voyez la mauvaise gouvernance où ça nous conduit. Je continue, je persiste à dire que nous avons les compétences ici pour le faire. Et il y a déjà des entrepreneurs camerounais qui ont déjà fait ces propositions au Cameroun. Je souhaite que ces entrepreneurs n'aient pas peur, comme ils ont l'habitude d'avoir peur, et qu'ils sortent, qu'ils aillent, n'est-ce pas, parler dans les médias de leurs propositions. Ces propositions existent. Ces propositions existent. Et d'ailleurs, avec tout ce que vous voyez aujourd'hui comme technologie, en termes de cryptocurrency, en termes de crypto-monnaie, cryptocurrency et même les blockchains, j'ai vu une proposition encore dernièrement d'un Camerounais qui avait créé une entreprise ici. Malheureusement, il est rentré parce qu'il a été découragé, n'est-ce pas, pour les blockchains, où il visait justement à réduire, n'est-ce pas, l'espèce de digital divide, c'est-à-dire le gap numérique, vous voyez, la fracture numérique, de manière à permettre à des pauvres d'accéder au financement. Si c'était de permettre à des pauvres d'accéder à des financements, ça veut dire également pouvoir accéder à l'assurance universelle. Ces technologies existent. Donc vous voyez, je vais très loin. Non seulement le système classique qu'on pourrait voir chez les Coréens, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme outil moderne, en termes de cryptocurrency, en termes de blockchain,
ainsi de suite, n'est-ce pas? On pourrait encore avoir des systèmes beaucoup plus performants, augmentant encore l'accès des pauvres, n'est-ce pas, à un système d'assurance universelle. Et je vais vous parler des Camerounais. Je ne veux pas des Camerounais, je ne vais pas donner les noms parce que ça va créer des conditions de concurrence déloyale, parce que je les connais. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont à l'extérieur, donc, et qui ont fait des propositions. Eh bien, ce serait scandaleux, je dis scandaleux, de voir que c'est des Coréens. Ça, nous devons nous battre sur tous les plans pour que ce projet ne passe pas. Si ce Premier ministre fait passer ce projet, après tout ce que je sais, des hommes qui sont associés à ce projet, je dis s'il fait passer ce projet, après tout ce que je sais, des hommes qui sont associés à ce projet, un à un, eh bien, on aurait une autre émission ici. Président, il y a quelqu'un qui fait une remarque. Il dit, comment est-ce qu'on en est au Cameroun à parler d'assurance universelle quand on sait que tout ça repose sur un état civil correct? Dans le même temps, prenez l'exemple de la région de l'extrême nord, où des milliers de gamins ne peuvent pas faire de certificat d'études primaires parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Pourquoi ce déphasage dans la façon de concevoir les choses au Cameroun? Parce que justement, vous voyez, si les gens... Regardez comment on fait le projet de numérisation au Cameroun. J'ai fait une note à M. Biya. Comme j'ai mon équipe là, qui regarde les notes, j'espère qu'ils vont pouvoir sortir cette note, où je lui parlais de l'approche dispersée et parcellaire dans la numérisation. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donnait? Vous savez que le projet de passeport biométrique, ça a son application, ça a sa quincaillerie, c'est-à-dire son hardware et ses software. Et là-dedans, vous allez, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez, quand vous, Serge, vous allez à travers le projet de biométrie, vous avez un identifiant du point de vue de l'informatique. Quand vous regardez le projet de carte d'identité nationale, vous avez un autre software et hardware avec un autre identifiant. Quand vous regardez le projet de dématérialisation des douanes, vous avez un autre hardware et software. Quand vous regardez le projet de digitalisation qui n'a jamais abouti de la télévision, vous avez un autre hardware et software. Quand vous aviez le projet qu'on devait faire pour le projet scolaire, n'est-ce pas, de faire un projet scolaire d'appui aux universités, et ainsi de suite, le ministère de l'Enseignement supérieur voulait faire un autre projet avec son hardware et son software, avec les Chinois. Donc, ça allait faire, vous voyez, autant de projets avec plusieurs identifiants. À telle enseigne que vous imaginez que si on doit même chercher un criminel, vous allez voir que s'il y a un crime quelque part, le criminel a au moins 4 identifiants. Et vous avez beaucoup de mal à le chercher. Mais tout le monde sait que la base de données principale quand on commence un projet de cette nature de numérisation dans un pays, c'est ce qu'on appelle le common box. C'est-à-dire que c'est l'identification de tout le monde. Ça fait comme un tronc commun. Ce tronc commun vise à identifier tout le monde. C'est-à-dire que normalement, vous naissez dans un village qui a un code informatique, dans une ville qui a un code informatique, dans un département qui a un code informatique, dans une région qui a un code informatique, n'est-ce pas? Et vous naissez à une date de naissance donnée, plus vos noms, on combine peut-être les 3 premières lettres du nom et les 3 premières lettres du prénom, avec un algorithme, on sort un identifiant unique. Et vous avez un seul identifiant, du berceau, from the cradle, au berceau, à la tombe, to the grave. Un seul identifiant. Il vous suit partout. Donc au fond, le problème même que vous avez des fonctionnaires qui ont de multiples salaires, vous ne les auriez pas. Le gars sort de l'université, ou il sort d'une école technique, ou il revient au Cameroun, il a un seul identifiant. Quand il doit avoir un numéro matricule, c'est cet identifiant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait pas de dispersion.
voilà pourquoi, même lorsqu'on veut faire un projet d'assurance universelle, dans des pays comme le Canada, ce numéro-là, on l'appelle le numéro d'assurance sociale, le numéro de sécurité sociale. Vous voyez comment vous voyez le nom qu'ils donnent à ce numéro? Un numéro de sécurité sociale. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Un numéro de sécurité sociale. Vous allez faire l'assurance universelle sans connaître les gens. Mais vous-même, regardez comment les gens, monsieur là, du ministre de la Santé, sort des propos qui sont totalement aériens. Vous pouvez aspirer à une assurance universelle alors que vous ne connaissez pas les gens. Ce serait universel en quoi? Vous n'arrivez pas à donner l'état civil à tout le monde. C'est-à-dire que birth certificates, les actes de naissance à tout le monde. Et vous voulez faire l'assurance universelle parce qu'ils ont vu le nom en Corée, ils prononcent le même nom ici. Alors que nous n'avons pas les mêmes conditions de base. C'est-à-dire ni infrastructurelles, ni institutionnelles. Mais vous ne connaissez pas les gens. Comment vous allez concevoir un système d'assurance universelle? À partir de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Aucun de ces domaines dont vous parlez là n'échappe aujourd'hui au Camerounais. Et vraiment, ayez un peu de dignité, que ces gens-là ne nous retournent pas comme si on était à l'âge de la pierre taillée, parce que c'est toujours leur archaïsme là. Leur archaïsme dans lequel ils veulent qu'on continue, des villageoiseries dans lesquelles ils veulent qu'on continue à tremper. Non, on n'a pas pu former autant de compétences, n'est-ce pas, que ce soit dans l'informatique, dans la microélectronique, dans les technologies de l'information, aujourd'hui dans les blockchains, et je vais même ajouter dans la biotechnologie, pour que les Camerounais soient en train de chômer. Non, ce n'est pas possible. On va se battre contre ce projet. Il n'est pas possible. Et je viens de vous dire, s'il persiste, je serai obligé de dénoncer les gens autour de ce projet un à un. Président, dans un récent rapport sur l'économie camerounaise, le FMI révèle que le gouvernement tente de faire annuler une créance de 136 milliards de francs CFA mis à disposition par la Chine en 2014. Et de l'aveu même du directeur général de la Caisse autonome et d'amortissement, plus de 2000 milliards de nos francs ont été empruntés, mais jamais utilisés. Comment explique-t-on une pareille incongruité? Comme je vous ai dit l'autre jour, je pense que nous avons eu un talk l'autre jour où je vous disais que les projets d'abord étaient très mal préparés. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. La planification et la mise en œuvre médiocre des projets. C'est-à-dire que dès que les gens arrivent, on vous donne l'argent. L'argent est disponible, que ce soit de la Banque africaine de développement, que ce soit de la Banque mondiale, peut-être là des Chinois. Mais les projets même ne sont pas prêts. Les projets ne sont pas prêts. Maintenant, ça, le chiffre, comme d'habitude, je vous dis, j'aimerais vérifier le chiffre, mais ce que nous avons comme constat permanent, c'est la sous-utilisation, n'est-ce pas, des crédits mis à la disposition du Cameroun. Ça, c'est permanent. Et cette sous-utilisation des crédits mis à la disposition du Cameroun, des crédits publics, est due au fait que les projets ne sont pas prêts. Or, il faut travailler à rendre les projets prêts, ready to go, ready to implement. Et c'est ça qui manque. Maintenant, la preuve, c'est que de manière générale, qu'est-ce qu'ils font? Quand on fait un discours que, par exemple, vous avez l'autoroute Simalène, Yaoundé, n'est-ce pas? Tout de suite, vous voyez un ministre qui s'en va s'acoquiner avec une entreprise d'une certaine nationalité, qu'elle soit une certaine nationalité. Bon, voilà, on va dire chinoise, ou française, ou américaine, ou voyez-vous? Bon, voilà. Et du coup, vous sortez du champ des appels d'offres. L'appel d'offres qui aurait dû vous permettre d'avoir un large spectre de solutions techniques et de solutions financières, vous sortez de là. Vous vous emprisonnez avec l'entreprise de nationalité quelconque qui vient vous dire qu'il suffit d'exprimer votre intérêt en tant que pays pour ce projet. C'est-à-dire, je prends dans le cas, par exemple, de Simalène Yaoundé. Une fois que vous avez exprimé votre intérêt, l'entreprise va en courant dans son pays. Ça peut être l'Angleterre, ça peut être les États-Unis, ça peut être la France, ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, vous voyez. Et dit que bon, les gens, ils veulent ça. Vous voyez que ce faisant, vous ne maîtrisez rien des contours techniques du projet. Des choix, des options techniques possibles et disponibles pour le projet. Vous n'avez rien fait pour cela. Deux, les options de financement, vous n'avez pas mis ça en compétition. Le coût même du projet, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez rien pour l'évaluer.
Parce que la compétition vous aurait permis, n'est-ce pas, de mettre les entreprises en concurrence et d'élargir la gamme des solutions techniques et des possibilités de financement. Vous dites, je vais traverser une rivière. Peut-être il y en a un qui va venir avec une variante de pont et une variante de tunnel sous la rivière. Il y a peut-être un autre qui va combiner un pont avec un chemin de fer. Il y a un autre qui va vous dire, moi je propose un ferryboat. En tout cas, dès que vous posez le problème de manière générale, vous devez laisser à la compétition le soin de venir avec une large gamme de solutions à la fois techniques et financières. Vous-même qui êtes en train de faire le projet, ça vous donne des informations, ça améliore la qualité de votre processus décisionnel. Et vous pouvez de cette manière arriver à mûrir votre projet et à obtenir un projet. Lorsque vous êtes pratiquement à un stade de définition du projet, on va dire que vous êtes peut-être encore en train dans le domaine de l'avant-projet, vous avez pu voir avec des coûts qui sont de l'ordre de plus ou moins 15% en termes de précision ou 20%, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez donc amener, lorsque le choix est fait, vous pouvez peut-être prendre les deux meilleurs, leur dire d'aller vers des solutions détaillées en termes de propositions, de projets détaillés. Ça affine encore votre projet. Vous êtes là à un ordre de plus ou moins 5%. Et lorsque vous commencez à discuter les variantes, ça vous permet de choisir le projet finalement et de faire un projet d'exécution. C'est-à-dire un dossier d'exécution. Ça veut dire que lorsque vous avez atteint ce niveau-là et que vous lancez, n'est-ce pas, le démarrage du projet, le projet démarre tout de suite. Parce que vous avez passé toutes les phases jusqu'à la phase d'exécution. C'est-à-dire que ça, c'est de l'ingénierie détaillée, des plans d'exécution détaillés. Et très souvent, le projet que vous avez là reste dans un état sommaire. Voilà pourquoi l'argent est disponible, mais le projet, lui, est dans l'état sommaire, ne peut pas être réalisé. Et vous avez donc ce genre de sous-utilisation de projet. C'est un problème de compétence. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous avez un leadership et une gouvernance notoirement incompétents. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque ces gens sont venus me voir, peut-être ce que je n'ai pas dit assez, comme il y a lui qui s'occupe de mes dossiers, lorsqu'ils sont venus me voir, la seule justification de ma présence au palais, c'était d'accélérer, n'est-ce pas, la mise en œuvre des projets qui étaient en retard. C'est ça qui m'avançait comme raisonnement. J'avais fait une note à M. Biya. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai encore fait 2 autres notes. De créer un comité de pilotage, de suivi des projets, qui soit à côté de lui. Puisque nous sommes un système hyper présidentiel, lorsque les ministères vont faire leur travail, ce comité n'avait pas pour but d'exécuter. Non. Les ministères restaient dans le cadre de leur travail. Et peut-être d'autres entreprises publiques restaient dans le cadre de leur travail. Mais vous pouvez arriver à une sorte de contrat de performance. Les gens vous disent que bon, voilà ce que nous voulons faire. Vous avez une discussion. Vous avez un chronogramme qui vous montre tout le cheminement du projet, les financements du projet, et ensuite les indicateurs, c'est-à-dire les repères qu'on appelle en anglais les milestones. Donc, vous pouvez savoir très facilement que maintenant que je suis au mois d'août 2020, on me dit que ce projet, en décembre 2020, il sera à tel niveau. Son financement sera à tel niveau. En mars 2021, il sera à tel niveau. Jusqu'à sa fin, si le projet doit mettre 24 mois. Vous voyez, je vous ai déjà dit que, par exemple, le projet de pipeline, on a passé 7 mois de préparation du projet, c'est-à-dire sa phase conceptuelle, de l'ingénierie générale jusqu'à l'ingénierie de détail, n'est-ce pas, avec la mobilisation de tous les financements. Sa construction n'a mis que 24 mois, 2 mois. Vous voyez, une préparation de 7 mois et de 7 ans, une mise en œuvre de 2 ans. Et le Hilton, par exemple, on a fait une préparation, on va dire, de 3 ans, 3 ans et demi, une construction de 30 mois. Et lorsque vous avez des financements de cette manière qui sont en adéquation, n'est-ce pas, avec le rythme de développement physique du projet, vous ne pouvez pas avoir de l'argent et le projet n'est pas prêt. Il y a une adéquation entre les ressources financières disponibles et leur mobilisation physique sur le terrain. Et donc, ce que je proposais à la prise au chef de l'État, les gens qui sont là pour faire les notes, ils vont sortir au moment venu, c'était d'avoir cette cellule, mais qui ne pouvait être qu'à côté de lui. Mais cela suppose qu'il doit travailler.
Cela suppose qu'il doit travailler parce qu'il fallait que, une fois par mois, on lui fasse le point sur l'état d'avancement des projets sur une feuille. Il n'a jamais créé ce comité. Il n'a jamais créé ce comité. Et en fait, je suis obligé de vous le dire, le premier sujet de dissension, moi là-bas, est d'abord là. Je ne suis pas venu là pour devenir être fonctionnaire ou pour répondre le courrier. C'était pour accélérer la mise en œuvre des projets structurants qui étaient en train de traîner. Et les notes existent par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire là. Président, nous avons une question de Landry Tala qui dit « Selon le dernier rapport de Moody, l'économie camerounaise est l'une des plus résilientes d'Afrique. » Il demande quel est votre avis là-dessus. J'espère qu'il sait que les rapports peuvent être commandés à Moody. Hein? J'espère qu'il le sait, que les rapports peuvent être commandés à Moody. Première chose, parce qu'il dit aussi bien Moody que Standard & Poor's que Fitch. Deuxièmement, il faut qu'il sache que ce qui intéresse les gens là, que ce soit de Moody, que ce soit de Fitch, que ce soit de Standard & Poor's, c'est le remboursement des crédits. Mais rembourser des crédits que vous avez pris sur les marchés financiers, qui sont généralement les fonds de pension américains. Et vous voyez bien que quand vous n'arrivez pas à les rembourser, que vous avez par exemple, il y a un défaut sur un paiement, vous avez toute la superstructure du monde économique et financier qui vient sur vous. C'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, les pays bilatéraux, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour vous contraindre à rembourser cela. Comment ils vous contraignent à rembourser? Ils montent les impôts. Ils serrent les salaires. Quand simplement ils ne les réduisent pas. Vous passez par une phase d'austérité économique qui fait souffrir les populations comme vous y avez été pendant l'ajustement structurel. Et pour ne pas parler du Cameroun, la Grèce en a un très bon souvenir. La Grèce en a un très bon souvenir. Les gens ont perdu, n'est-ce pas, leurs salaires ont été drastiquement réduits, les impôts ont été augmentés, et quand vous faites une ponction fiscale, ça veut dire qu'il y a un revenu disponible qui baisse. Ça veut donc dire qu'on fait une augmentation fiscale, une augmentation de la ponction fiscale, votre revenu disponible diminue, vous avez une perte de pouvoir d'achat. Eux, ils ont la capacité de le faire quand vous n'arrivez pas à rembourser. C'est pour ça qu'ils peuvent dire que le Cameroun est résilient, mais en fait, en travaillant sur notre épargne. Vous voyez pas le jeu? Mais moi, en venant gérer le pays comme on le souhaite, nous n'allons pas exposer les Camerounais à ce genre de jeu. Nous devrions faire les économies sur les projets surfacturés que vous avez, sur le silencieusement des coûts, pour que les projets baissent, n'est-ce pas? À la vie que les gens disposent de leurs revenus, on ne va pas augmenter les impôts des gens parce qu'on doit payer un crédit du FMI ou un crédit des bailleurs de fonds bilatéraux ou des bailleurs de fonds multilatéraux, c'est-à-dire les bailleurs de fonds privés. Mais vous comprenez bien que lorsque vous êtes parti faire l'émission de l'emprunt obligataire, les bonds, dernière fois, à 450 milliards de francs CFA, à 10% de taux d'intérêt, n'est-ce pas? Ça veut dire que première année, 10% de taux d'intérêt sur 450 milliards, ça fait 45 milliards. Mais vous imaginez 45 milliards, ce que ça peut faire? Et si moi je dis qu'on n'a pas besoin de ça, moi je fais simplement, je réduis le coût de vos projets, je les surveille mieux, je les étudie mieux, ça veut dire que je n'ai pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin. Après tout, quand vous prenez un budget qui est par exemple un budget de entre 4 500 et 5 000 milliards, 5 000 milliards, si vous faites 10% d'économie là-dedans, ça fait 500 milliards. Vous savez pourquoi on est en train de nous faire traîner avec le FMI? Pendant 3 ans, c'est 600 milliards. Sur 3 ans. C'est-à-dire que chaque fois, ils vous regardent, ils vous donnent 200 milliards. Si vous êtes, vous conformez à ce 200, est-ce que j'ai besoin de ça? Pour ça. Alors que je peux, en une année, par des économies, n'est-ce pas? Et en favorisant la création de richesses, c'est-à-dire que plus vous augmentez, comme je vous disais, les poules aux œufs d'or, c'est-à-dire les entreprises, les créateurs d'entreprises. Là, aujourd'hui, vous avez 2 poules aux œufs d'or, 2 entrepreneurs qui se battent comme des diables dans un bénitier pour essayer de sortir le projet pendant qu'il y a les tracasseries administratives, ils n'arrivent pas, on prend l'argent, les macalapatis, tout ça, ils n'arrivent pas. Nous, on crée un environnement qui va favoriser 2 poules aux œufs d'or, 10 poules aux œufs d'or.
les gens que vous avez là, comme les Yannick, vont plus traîner, les man, vous-même, c'est-à-dire vos entreprises vont avoir plus de chance. Vous avez vu que dans le domaine de la technologie et de l'information, Haïti, qu'est-ce que l'ART a prévu pour promouvoir les entreprises nationales dans les technologies et l'information? Rien du tout. Rien du tout. Vous avez d'ailleurs vu une entreprise parmi les premières qui faisait du transfert d'argent tomber complètement en ruine. Vous avez reçu l'assistance de qui? Hein? Elle a reçu l'assistance de qui? Malgré leur appartenance au EDPC, ils ont reçu l'assistance de qui? Rien du tout. Et vous comprenez que lorsque nous créons un environnement, cet écosystème qui est favorable à l'éclosion des entreprises, n'est-ce pas? Le taux de croissance va augmenter, et si le taux de croissance augmente, ça veut dire qu'il y aura plus de revenus. Qu'il y aura plus de revenus, n'est-ce pas? En plus de création de valeur, ça veut dire plus d'impôts. Et plus d'impôts, ça veut dire que ça, là aussi, on n'a pas besoin d'aller chercher des crédits ailleurs. Et de temps en temps, vous avez cette question de partenariat public-privé, où je vous dis par exemple que le deuxième pont sur le Bouri, j'avais amené des gens pour faire le pont à travers un partenariat public-privé. La même chose que les deux aéroports de Douala et Yaoundé. Parce que lorsque vous donnez un aéroport comme celui de Douala ou de Yaoundé à des intérêts privés, en leur disant, moi, je vous ai fait une concession. On fait les calculs, si ça tombe bien avec les données, et puis on fait les chiffres. Sur 20 ans, vous avez 20 ans de concession. Vous avez un taux de rentabilité qui est bon par rapport au risque que vous prenez. Tout le monde est d'accord. Vous savez ce que l'entrepreneur privé fait? Il crée des activités commerciales dans l'aéroport pour que ça génère de l'argent. Ça ne devient pas comme des aéroports orphelins que vous avez là, où il y a à peine un avion, deux avions qui de temps en temps arrivent. Vous allez à l'aéroport, vous cherchez le signal Internet, vous ne voyez pas d'Internet, vous n'avez pas de commerce, ainsi de suite. Quand c'est l'entrepreneur privé qui le fait, n'est-ce pas, un vrai concessionnaire, je dis un vrai concessionnaire privé, là, il crée tous les moyens pour que l'argent soit généré. Vous avez vu qu'ils ont refusé cette offre. Pourquoi? Parce que les bureaucrates ont intérêt à inscrire ça dans un budget qu'ils vont, n'est-ce pas, sur lequel ils vont jongler. Voilà toute la raison. Donc là aussi, en faisant du partenariat public-privé, vous mettez les entrepreneurs privés sur la base de calcul devant leurs propres risques, n'est-ce pas? Ce qui leur permet, là aussi, vous évitez les crédits. Président, nous allons aborder quelques questions d'actualité internationale qui, d'une manière ou d'une autre, intéressent le Cameroun. Nous allons parler du Mali. Le Mali écrit en ce moment une nouvelle page de son histoire avec la chute du président Ibeka. Au Mali, on a vu des forces de défense et de sécurité se mettre avec le peuple pour faire basculer un pouvoir aussi arrogant que celui que nous avons à Yaoundé. Quelle leçon peut-on tirer de cette actualité-là? Je peux bien de poser cette question. La première leçon que vous avez tirée, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de feu. Il n'y a pas eu de mort. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand l'armée est avec le peuple, parce que c'est une armée intelligente, elle comprend le sens de l'histoire, elle comprend qu'il s'agit de défendre le peuple, il n'y a pas de mort. Voilà donc le genre de révolution pacifique. Oui, c'est une révolution pacifique. Qui allait tirer le coup de feu? L'imam? Les populations? Non. C'est l'armée. Mais là, voilà une armée qui comprend le sens de l'histoire. And this is the time. And this is the defining moment. We are here for the people. The army is there for the people, not against the people. Comment vous avez pu concevoir au Cameroun une armée pour tirer sur les Camerounais? L'armée dans un État, l'armée dans une démocratie, ne tire pas sur le peuple. Jamais. L'armée ne peut pas être contre le peuple. L'armée, c'est pour protéger les populations et l'intégrité du territoire. Vous avez autant d'incongruités au Cameroun qui font que nous devons nous battre pour que plus jamais nous ayons ce genre d'institution, ni ce genre de leadership. Depuis quand l'armée sort pour massacrer ses propres populations? Depuis quand? Depuis quand on envoie l'armée pour tirer sur d'autres Camerounais? Depuis quand? Même dans le pire du conflit, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, j'aurais été président de la République, que je n'aurais jamais envoyé l'armée pour tirer sur d'autres Camerounais. C'est incongru. Quand vous cherchez des crimes contre l'humanité, c'est ce genre de crimes que vous devez voir.
Je ne peux pas avoir un conflit entre Camerounais. Ensuite, quelque chose qui n'était pas du tout conflictuel, j'envoie l'armée pour tirer sur les Camerounais. Mais comme si c'était une armée étrangère, comme si c'est le Nigeria qui est venu au Cameroun tirer sur les Camerounais. En quoi nous devons être fiers d'avoir une armée qui tire sur les Camerounais? En quoi? Lisez tous les manuels. Lisez tous les manuels qui concernent l'armée. Quand on commence déjà à avoir une armée qui massacre des Camerounais, Serge, ça devient un sujet de préoccupation internationale. Et à ce moment-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être saisi parce que là, le droit d'ingérence est permis. Voilà la leçon, la première leçon du Mali. Voilà la première leçon du Mali. Parce que l'armée malienne aurait pu choisir plutôt le camp du tyran pour se mettre à tirer sur les populations. Elle a compris le sens de l'histoire. Elle a compris le rôle d'une armée dans une démocratie. Et elle a choisi de s'inscrire dans le sens de l'histoire. Maintenant, il faut souhaiter, n'est-ce pas, qu'on ne la force pas, qu'on ne fasse pas pression sur elle. Parce que je suppose qu'elle va comprendre d'elle-même qu'il faudra passer le pouvoir aux civils. Et il faudra le passer de la manière la plus démocratique également possible. Et en faisant un vrai changement, une réforme des institutions du Mali. Pourquoi n'est plus ce genre d'événement? Président, la CEDEAO, conduite par des caciques comme Alassane Dramane Ouattara, a condamné puis suspendu le Mali de cette organisation sous-régionale, tout comme d'ailleurs l'Organisation internationale de la francophonie. On se souvient aussi de l'attitude de la France aux toutes premières heures de ce coup de force. Quelles leçons peut-on aussi tirer de ces différentes prises de position? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que on a commencé par dire que ce coup d'État était anticonstitutionnel. Mais quand les gens font le troisième mandat, je ne vois pas les mêmes personnes sortir pour dénoncer le troisième mandat en disant que c'est anticonstitutionnel. Parce que ces troisième mandats ne sont pas inscrits dans les constitutions. Pourquoi ils sont aussi prompts à sortir quand il s'agit d'un coup d'État, alors qu'ils ne le sont pas lorsqu'il s'agit de triturer, de tripatouiller les constitutions et dire que les troisième mandats ne sont pas constitutionnels? C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Mais seulement ces deux poids, deux mesures, cette espèce de situation, de rôle, de régime à deux vitesses, il ne s'applique pas en Europe. J'ai bien vu que les Européens, et notamment l'Union européenne, soutenaient le peuple de Biélorussie contre le dictateur et qui faisaient l'inverse dans le cas du Mali. Mais il fallait qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Autant ils soutenaient les Biélorusses contre le dictateur, autant ils auraient dû soutenir, n'est-ce pas, les Maliens contre la même dictature. Mais pourquoi ce type de deux poids, deux mesures? Quand c'est là-bas, on soutient le peuple contre le dictateur. Quand il s'agit de l'Afrique, on prend une position inverse, position contraire. Qu'est-ce qui peut le justifier? Alors, il est temps que les peuples d'Afrique soient suffisamment mûrs pour comprendre, n'est-ce pas, qu'ils doivent prendre eux-mêmes leur destin en main. Président, d'un point de vue purement géostratégique, quels sont les enjeux et les conséquences d'un changement de régime au Mali, avec une actualité sous-régionale qui est dominée par la question de Boko Haram, avec la question de la mutation du franc CFA à l'écho, avec des tensions en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, justement des tensions liées au scrutin présidentiel à venir? Je crois que, d'abord, il y a plusieurs problèmes ici. Je crois que ce tripatouillage, comme je viens de vous le dire, de constitution pour faire un troisième mandat,
c'est malvenu, d'ailleurs, que la CEDEAO ne se soit pas mobilisée contre le troisième mandat. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas... Et c'est parce que les voix manquent peut-être, les voix manquent à l'Afrique pour dire que, mais comment vous pouvez vous mobiliser contre ce qui vient de se passer au Mali, mais alors que les gens sont en train de tripatouiller, n'est-ce pas, les constitutions de la même manière et que c'est anticonstitutionnel, vous ne le dites pas. Ça, c'est un souci. Vous ne le dites pas. Ça, c'est du point de vue politique. Et c'est parce que souvent, des configurations politiques naissent et comme tous ces chefs d'État ont cette manie, n'est-ce pas, de commencer à lorgner vers un troisième mandat, ils finissent par développer, n'est-ce pas, une espèce de cartel du chef de l'État, des chefs d'État, je veux dire, où ils se défendent, n'est-ce pas, et dès que quelque chose comme ce qui se passe au Mali survient, vous les voyez sortir, n'est-ce pas, en groupe, comme une faction de gens qui défendent les mêmes intérêts pour condamner. Parce qu'ils veulent dissuader l'occurrence de ce genre d'événements chez eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. En ce qui concerne le problème de l'écho, je pense que, encore une fois, le problème de la monnaie doit s'inscrire dans la vision de faire en sorte que la monnaie et justement l'accès au crédit soit favorisé aussi bien pour la consommation, pour la création de richesse, c'est-à-dire pour les producteurs, pour les entrepreneurs, de façon justement à augmenter le taux de financement du secteur privé et le taux de consommation des ménages. Vous ne pouvez pas être dans une situation où chacun de vous peut avoir un métier ou être auto-entrepreneur. Mais accéder à un compte bancaire au Cameroun devient une gageure. Et quand je regarde le volume des crédits à l'économie, qui est de l'ordre de 3 800 à 4 000 milliards, en pourcentage du PIB, vous allez vous rendre compte que c'est de l'ordre de 16 à 17%. C'est très faible. Ce d'autant que vous n'avez pas un financement non bancaire. C'est aux États-Unis que vous pouvez avoir ce taux relativement bas, mais parce que les entreprises sont susceptibles d'obtenir des financements autrement. C'est-à-dire une entreprise, chaque fois que vous avez, vous savez, vous regardez là-bas des gens, quand vous avez des modes de financement par les business angels, c'est-à-dire que des fonds de financement à risque, n'est-ce pas, les capitaux à risque et tout ça qui sont disponibles. C'est ça qui avait permis aux gens comme Elon Musk, regardez comme Elon Musk de lancer PayPal. Elon Musk lance PayPal, il n'a pas besoin de banque. Il peut commencer sa petite entreprise, créer son modèle économique et faire flotter ça, n'est-ce pas, auprès du public. Il y a des business angels qui sont là pour financer ça. Donc, le crédit bancaire peut avoir un ratio relativement bas parce qu'il y a un large spectre de sources de financement. C'était ça un peu le but de la bourse. Et vous voyez bien que votre bourse est moribonde. Votre bourse est moribonde. Depuis plus de 15 ans qu'elle est là, allez regarder le nombre d'entreprises qu'elle a pu faire. Former les populations à aller, par exemple, vers le financement non bancaire, à émettre des actions, n'est-ce pas, avoir confiance dans l'entreprise, ainsi de suite. Ça n'a pas été fait. Vous comprenez? Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, si nous en restons rien que au niveau de ce qu'on disait du CFA qui devient éco, naturellement, avec comme condition, vous aviez une fois la garantie de convertibilité et vous aviez la parité du taux d'échange. La garantie de convertibilité, c'est-à-dire que à tout moment, ceux qui vous garantissent, comme c'était dans le cas de la direction du Trésor au niveau de la Banque de France, c'est-à-dire au niveau du ministère des Finances en France, la direction du Trésor, où il y avait le compte d'opération de la zone franc, la direction du Trésor prenait l'engagement qu'au cas où dans la zone franc, on aurait des besoins de devises, nous serions en situation de déficit de devises, elle pourrait nous prêter des devises, n'est-ce pas, pour faire nos achats extérieurs. Vous allez vous rendre compte que ce cas ne s'est jamais présenté. Nous étions toujours créditeurs de devises. Dès que vous tombez en situation de déficit de devises, on commence à vous prêcher la dévaluation du franc CFA.
C'est-à-dire que, vous voyez, quelqu'un qui vous dit que, écoutez, j'ai le parapluie, vous n'en avez pas. Lorsqu'il pleuvra, je vous prêterai le parapluie. Lorsqu'il se met à pleuvoir, le gars ne vous donne plus le parapluie. Il retient son parapluie. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne sortez plus. Alors vous allez vous mouiller. Donc c'est ça les fondements de l'économie. Et c'est ça qui s'est passé en 1994. Vous avez déjà ça. Et vous avez ce mécanisme de la zone franc qui est créé presque par imposition de l'extérieur. Dans le sens que vous créez entre vous une sorte de solidarité entre les pays de la zone franc qui ne joue qu'entre les pays africains eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, par exemple, du Tchad, vous voyez que vous ne pouvez pas comprendre comment le franc CFA du Tchad a la même valeur que le franc CFA du Cameroun. Ou aujourd'hui, dans la situation de la Centrafrique, en pleine situation économique difficile, comment pouvez-vous, même intuitivement, vous pouvez imaginer que la valeur du CFA en Centrafrique, c'est-à-dire au CFA, aurait la même valeur que la valeur du CFA du Cameroun, si on avait des économies différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, il faut voir que les économies qui se portent mieux dans la zone sont en train de financer, de subventionner les économies qui ne se portent pas bien. Mais quand vous posez ce genre d'acte, il faut le faire de manière libre et choisie. Que nous sommes dans le cadre de la cotisation de devises. Et dans le cadre du Sunjangi de devises, n'est-ce pas? Le jour où vous, certes, vous n'aurez pas, moi je prends l'engagement de vous donner un Djangi qu'on a accepté ensemble. Sauf que l'autre partenaire qui vient dans ce Djangi et qui vous dit, lui, que quand le Djangi n'aura plus de devises, il va vous donner. Le jour où le Djangi est vide de devises, il ne vous en donne plus. Comment, vous voyez, tout le monde là qui vient sur vous, le FMI, eux-mêmes, tout ça, dit qu'il faut faire la dévaluation. La dévaluation est naturellement pour but que vous ne soyez plus en mesure, n'est-ce pas, d'importer et d'équilibrer votre balance de paiement. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne la parité fixe, j'ai déjà eu à l'expliquer, en disant que la parité flexible vous donne la possibilité, de manière régulière, de mesurer, n'est-ce pas, la situation de votre économie. C'est pour ça que j'ai utilisé, par exemple, à Toronto, au Canada, cet exemple de tensiomètre qu'on a fixé, par exemple, à 12. C'est-à-dire que le jour où votre tension est en train de monter à 14, n'est-ce pas? 14. Parce qu'on avait fixé l'appareil à 12. Le jour où la tension monte à 14, quand on vous met l'appareil est toujours 12. Donc il ne vous signale jamais à aucun moment qu'au fond, la tension est en train de se détériorer. Il faut utiliser, n'est-ce pas, les mécanismes économiques, les outils économiques pour redresser. Quand il arrive à 16, l'appareil lui lit toujours 12. Ça, la parité fixe. Si vous êtes en hypotension, ça tombe à 9, l'appareil lit toujours 12. Mais vous voyez bien que ça continue comme ça jusqu'au jour où vous constatez simplement que vous n'êtes pas bien le jour où vous effondrez. Et quand vous effondrez, c'est la dévaluation, immédiatement, comme ce qui s'est passé en 1994. Parce que l'intégration de la compétition, l'économie, on voit bien que dès 1985, nos économies sont mal en point. Nos économies sont mal en point. On le voit. Vous allez faire la dévaluation 10 ans plus tard. C'est-à-dire 10 ans plus tard, en fait, vous êtes en effondrement. Alors que, ça c'est, il y a des signaux en 85, mais déjà en 80, vous pouvez voir que vous avez déjà des difficultés à rembourser. Donc dès 80, vous voyez les signaux de l'économie qui auraient dû vous prévoir 15 ans avant, n'est-ce pas? En fait, il fait jouer le Naira. Il fait jouer le taux d'échange du Naira. Il dévalue le Naira pour rendre, n'est-ce pas, les importations difficiles. Il le fait régulièrement. Il le fait parce qu'il peut voir comment l'économie se comporte. Mais si vous avez un taux de change qui est, c'est ça qu'on appelle dans le cas d'un taux de change flottant. Mais quand vous avez un taux de change qui est fixe, ça devient exactement, comme je vous dis, comme si votre tension, on avait fixé le tensiomètre à 12. Donc, quel que soit votre niveau de tension, le tensiomètre lui lira toujours 12 et vous ne serez pas en mesure d'amener les collectifs, n'est-ce pas, à la situation de votre économie. Merci, Président. Nous arrivons pratiquement au terme de votre entretien du jour. Mais avec votre permission, je voudrais lire pour nos followers votre tweet d'aujourd'hui. Lorsque des citoyens ou des leaders politiques avisés posent des problèmes existentiels de leur pays,
auxquels les tenants du régime sont incapables d'apporter des réponses concrètes depuis des décennies, certains hiérarques du RDPC irresponsables font des sorties aériennes totalement hors de propos, au point de se demander ce que signifie pour eux la finalité de la fonction politique, sinon de résoudre les problèmes de la société dans le cadre d'un projet sociétal qui lui donne un sens. Le SG de ce parti, saisissant probablement la gravité de la situation, a l'intelligence de se taire. En effet, l'échec de ce régime n'est pas un fantasme. Il est documenté par des faits et des chiffres. Une croissance d'à peine 4% en moyenne annuelle pendant une dizaine d'années, bien en dessous des prévisions du gouvernement de 6 à 8% pour atteindre l'émergence en 2035. Une aggravation de la pauvreté, attestée par la baisse du PIB par habitant, une quasi-stagnation du taux de pauvreté à 38%, un nombre croissant de pauvres, un chômage massif et une jeunesse désespérée, le creusement des inégalités, attesté par le coefficient du Gini, et de la fracture sociale, le pourrissement de la justice, la violation permanente des droits humains. Bref, un État effondré, incapable de résoudre les multiples crises auxquelles le pays est confronté, dont celle du Nosso menace notre pays d'implosion. Le Cameroun est dans le peloton de queue de tous les classements mondiaux dans tous les secteurs. On n'a pas besoin d'être d'un bord politique pour constater, en observateur avisé, que cet échec est la conséquence d'un leadership et d'une gouvernance notoirement incompétents, caractérisés par une corruption endémique, un pilotage improvisé, une planification et une exécution médiocre des projets d'infrastructures économiques et sociales, avec des coûts et des délais excessifs, financés par des dettes improductives, assorties de charges financières exorbitantes, des entreprises publiques en déconfiture, etc. 30 ans pour réaliser une petite promesse de don de logement aux lions indomptables, et encore. Par ailleurs, a-t-on besoin d'être élu pour s'occuper de la politique, de la gestion des affaires de la cité, comme l'estiment certains esprits mal tournés? En conclusion, une fois fait le constat ci-dessus, il est aisé de voir que, au-delà de nos clivages idéologiques ou autres, la tâche la plus urgente du moment et de notre génération est de nous libérer d'un leadership incapable afin de sortir les populations de cette longue nuit d'archaïsme et engager la modernisation de notre pays par des réformes institutionnelles et politiques publiques appropriées. C'est le meilleur héritage que nous devons laisser aux jeunes générations présentes et futures. Président, et vous avez donné une citation. Merci beaucoup pour la lecture. Et vous avez donné une citation qui a retenu l'attention de tout le monde ici, le proverbe du samouraï. La mort est plus légère que la feuille du rosier. C'est sur cette citation, Président, que nous allons prendre congé de vous et donner rendez-vous à nos chers followers pour samedi prochain pour un autre talk. Président, merci beaucoup. C'est moi. C'est moi.